Good Morning Business, le grand entretien. On va parler donc du marché de l'immobilier ce matin, parce que ça y est, on a des chiffres grâce notamment à notre invité et à Marie Cœur de Roy. Charles Marinakis, président de Century 21 France, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Laure. Bonjour. Et comme on le dit avec Laure depuis ce matin, ceux qui devaient arriver arrivent sur le marché de l'immobilier. Ça y est, les prix baissent clairement dans les grandes villes. Paris, 5 à 7%. Ouais. Vous avez compilé les chiffres de vos agences. C'est grave, docteur ? Non, c'est pas grave du tout. Au contraire, c'était pas une ordonnance pour le coup, ni au sens juridique ni au sens médical, mais c'était un processus qui était souhaité et qui est souhaitable parce que on l'a bien vu, il y a une crispation du marché. La contrepartie, c'est que les volumes ont baissé de 15% sur France entière et dans certaines régions et départements un peu plus. Donc il y avait une absolue nécessité, j'ai eu déjà l'occasion de le dire, y compris sur ce plateau, à ce que les prix s'ajustent. Donc cette mécanique s'est enclenchée, elle s'est enclenchée finalement pas si rapidement que ça, mais on savait que les marchés d'immobilier, c'est des marchés à cycle long, où il y a une inertie. Mais elle s'est enclenchée. Au niveau national, on est à moins 1,4%. À Paris, vous l'avez dit, moins 5%. En région parisienne aussi, on touche les moins 5%. Et puis dans certaines régions de France, on dépasse parfois des baisses à 2 chiffres. Voilà. À Bordeaux, par exemple, Bordeaux, c'était presque une nécessité. Là, oui, on est dans un ajustement parce que on a été trop loin, si vous voulez, dans l'effervescence des prix du mètre carré bordelais. Donc là, il y a un ajustement, mais on voit bien que les phénomènes sont à la baisse. Voilà. Alors, encore une fois, la volumétrie, le pourcentage n'est pas tout à fait au rendez-vous. Oui, c'est ça, parce que du coup, est-ce que ça fait qu'il y a des vendeurs qui ne vendent plus ? Est-ce qu'il y a des biens qui ne vont pas sur le marché ? L'attentisme est-il toujours là chez les vendeurs ? Alors oui, ça dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez à titre personnel. Il y a 3 situations de vendeurs. Il y a ceux qui avaient mis leurs biens à vendre puisque tous vendaient encore il y a 18 mois en disant ma foi, je suis pas vendeur. Vous connaissez bien cette phrase, si je suis pas vendeur, mais si vous m'amenez un bon client, je le prendrai volontiers. Bon, il y en a de moins en moins de ceux-là. Donc ceux-là, ils ont retiré leur bien. Nous, on leur dit retirez le bien de la vente. C'est inutile de laisser ce bien en vente. Vous allez, entre guillemets, brûler votre bien. Il va se galvauder sur le marché. Vous avez, à contrario, celles et ceux qui sont contraints par des faits de vie de vendre. Et eux, il va falloir qu'à un moment donné, ils comprennent qu'il y a une nécessité d'ajuster le prix. Et puis, il y a ceux qui sont dans une situation un peu intermédiaire, qui savent pas trop s'ils vont vendre ou pas vendre, qui ont des projets plutôt à moyen terme. Et ceux-là, ils sont pris dans un dilemme un peu cornélien. C'est-à-dire, aujourd'hui, les taux sont à 3,5, entre 3,5 et 4. Donc, on sait qu'il faut qu'ils fassent un effort sur le prix. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Si le taux baisse, ils auront eu raison de conserver leurs biens, parce que ça peut faire monter, réguler un peu les prix. C'est pas prévu, la base des taux. Mais a un c'est taux pas d'usure prévu. Qui est passé à 5,50%. Exactement, 5,56%. Donc là, c'est un vrai pari. Il y a un choix cornélien à faire. Moi, je crois que c'est une question de choix personnel. Si vous avez un projet de vie, ça reste toujours le bon moment de vendre ou d'acheter quand c'est un projet de vie personnel. Mais ça reste un soft landing quand même. On n'est pas sur une chute brutale, sur les moins 20%. Non. On est sur quand même des petites baisses. Oui, tout à fait. C'est un ajustement de marché, mais qui est encore une fois, qui est une nécessité. Mais on savait que ça prendrait du temps. Voilà, ça prend du temps. C'est tout à fait normal qu'un vendeur ne baisse pas spontanément son prix de 10 ou 12 ou 15%. Moi, je le comprends parfaitement. En même temps, j'ai pas d'autre possibilité d'ajuster le marché que la baisse des prix. Qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme levier ? Ni vous ni moi n'avons malheureusement la possibilité d'ajuster les taux. Vous savez que l'OAT à 10 ans est à plus de 3%. Donc c'est pas nous qui décidons, c'est la BCE. Que peut-on faire ? Tordre le bras aux banques pour qu'elles accordent plus de crédit ? Pourquoi pas ? On pourrait essayer, mais vous savez, elles ont des bras résistants, les banques. Et en plus, moi, je me félicite quand même. Vous savez, on critique beaucoup le Haut Conseil à la sécurité financière, mais quand je dis qu'il y a une crise du logement et pas une crise de l'immobilier, que serait devenue la situation des ménages français si on avait eu des emprunts à taux variables avec des taux qui ont été multipliés par 4 en 18 mois ? Là, on se serait retrouvé dans une vraie crise de l'immobilier ou une crise des subprimes. Donc je crois qu'il faut raison garder, il faut laisser la mécanique, si vous voulez, du financement à quelques ajustements qui ont d'ailleurs été faits pour une partie, le taux d'usure, la capacité d'accès au crédit au-delà de 35% d'endettement pour une catégorie de la population. Le système est bien fait, il faut juste le laisser, comme vous l'avez dit, Laure, arriver à un point de régulation, ce qui n'est pas encore le cas. Vous parlez de crise du logement, vous avez raison, parce qu'évidemment, le marché de la vente et l'achat de biens, il y a aussi celui de la location, où là aussi, on est en thrombose. C'est-à-dire que, à cause de la réglementation sur l'efficacité énergétique des logements, il y a moins c'est plus compliqué, effectivement, de mettre des biens sur le marché, parce qu'ils ne sont pas aux normes, par exemple. Il y a aussi les contraintes sur les propriétaires, on a parlé,
la taxe foncière, la taxe d'habitation qui finalement continue pour les résidences secondaires, qui va même augmenter. Et du coup, les locataires, ils sont en difficulté aussi. Voilà, je crois qu'on ne pouvait pas faire pire. Hein. Oui. Voilà, je crois que là, on a atteint le summum de ce qu'on pouvait faire pour étouffer totalement le marché de la location. Hein. Les congés ont diminué d'entre 50 et 70% en fonction des régions. C'est-à-dire que les gens n'osent plus partir. Non, les gens ne quittent plus leur logement parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver en contrepartie. Parfois, ils avaient le projet d'acheter, mais ils ne peuvent plus acheter, en tout cas pas ce qu'ils ont envie d'acheter. Ils ont probablement différé aussi, si vous voulez, leur volonté d'achat. Donc là, toute la partie investissement locatif qui venait du neuf, dans du Pinel qui était déversé mécaniquement, si vous voulez, sur le marché locatif privé, vous l'avez plus, parce que vous avez vu comme moi que le marché du neuf est en perdition. Voilà, donc là, tout ce qu'on pouvait faire, si vous voulez, pour contrarier le marché locatif privé a été fait, et finalement, on a le résultat escompté. Là, vous l'avez lu et vu comme moi, il y a des queues et des queues, notamment pour nos amis les étudiants, les jeunes qui cherchent à se louer, ils ont du mal à le faire. Donc voilà, donc on est dans un cycle là qui est un cycle extrêmement tendu pour la location. Et qu'est-ce qui pourrait faire qu'on débloquerait un peu le marché ? Rien à court terme, malheureusement, parce que encore une fois, ce que je reproche aux différentes organisations politiques, et pas seulement au gouvernement Macron, même si nous avons un nouveau ministre du logement, mais c'est des cycles longs, là, on le sait très bien, et il faudrait, aujourd'hui, quand vous êtes investisseur, propriétaire, bailleur, vous avez la contrainte énergétique, vous l'avez dit, vous avez l'augmentation de la taxe foncière, l'augmentation des taux de crédit, vous avez aussi le plafonnement des loyers dans certaines Tout est fait villes. pour pas investir, en fait. Tout est fait pour que ce soit pas confortable pour vous, et puis vous avez, d'autre côté, des plateformes comme Abritel ou Airbnb qui vous proposent de louer à 2 ou 3 ou 4 fois ce prix-là, sur tout Paris, avec l'euphorie des Jeux Olympiques, tout le monde est persuadé qui vont louer leur appartement 5 fois le prix la semaine pendant les Jeux Olympiques. Voilà. Donc il y a des crispations de marché. Et là, sur la location, très sincèrement, je pense qu'on a tout faux, quoi. Tout ce qui devait être fait a été fait pour que ça se passe pas bien. Et malheureusement, ça se passe pas bien. Est-ce que ce qui se passe sur les prix, que vous nous avez décrit au début de cet entretien, est de nature à réveiller les transactions ? Est-ce qu'avec cette baisse de prix, vous l'avez dit, 5% dans les grandes villes, est-ce que vous voyez le marché repartir un peu en cette rentrée ? Que vous disent vos agences ? Non, nos agences nous disent que le marché est encore extrêmement crispé, si vous voulez, et je crois qu'il va le rester encore quelques temps, parce que malheureusement, la volumétrie n'a pas encore suffisamment baissé. Voilà. À moins, ça paraît paradoxal, on dit moins 15, c'est beaucoup, mais on est encore sur un trend d'environ 1 million... Moins 15 de transactions. Moins 15 de volume, c'est beaucoup quand même. Et on est encore sur un trend d'environ 1 30 000 ventes sur 12 mois glissants. C'est beaucoup, Ce qui est quand même beaucoup, donc on ne peut pas dire non plus que ce soit un marché qui soit à l'agonie. Il ne faut pas dire ça, c'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est pas moins 30, moins 40, moins 50. Des ventes, il s'en fait, voilà. Moins que d'habitude, mais il s'en fait. Et je pense qu'il faut que, comme l'a très justement dit Marie Cœur-de-Roy tout à l'heure, on n'a pas encore atteint le pic, si vous voulez, de la baisse de la volumétrie. Il faut que ça baisse encore, il faut qu'il y ait encore moins de transactions. Quand je vous dis ça, ça ne m'arrange pas, mais c'est une analyse macroéconomique qui est assez objective en disant il faut vraiment que les vendeurs, à un moment donné, prennent conscience que s'ils ne font rien, ils ne vendront pas du tout. Voilà. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais il va falloir attendre, je crois, encore être patient au moins jusqu'à la fin de l'année. Il y a aussi beaucoup... Vous savez, ce marché a été extrêmement bousculé en 18 mois, alors qu'il était d'une sérénité incroyable depuis 10 ans. Et là, tous les paramètres ont changé. Bien sûr, la hausse des taux, mais l'inflation... le pouvoir d'achat des Français tout court, pas seulement le pouvoir d'achat immobilier. Vous voyez, le coût énergétique, la rénovation énergétique, enfin bref. Voilà. Aujourd'hui, quand vous rentre dans une agence immobilière, la première chose qu'on vous demande, c'est si vous avez un prêt. Et si vous avez un prêt, on vous considère comme un client potentiellement qui ne va pas aller jusqu'au bout. Sur le secondaire, le marché est quasiment arrêté. Oui, alors le secondaire, c'est difficile maintenant, mais vous savez, j'observe quand même que dans certaines régions de France, le marché de l'investissement de la résidence secondaire il reste extrêmement tonique. Sur le littoral, on le voit. Sur le littoral. Avec des gens qui achètent cash. Avec des gens qui achètent cash ou qui ont reconstitué de l'apport personnel significatif en vendant des biens, soit d'investissement, soit patrimoniaux, en région parisienne en particulier, sans caricaturer une migration qu'on connaît bien. Et ils arrivent, c'est vrai, regardez la ville de Nice, on l'a dit, la ville de Nice, les volumes des transactions baissent, mais les prix ne baissent pas. Là, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, où il y a une vraie demande, si vous voulez, qui est supérieure à l'offre. Mais ce qui serait peut-être important de retenir à ce qu'on pourrait dire aujourd'hui à celles et ceux qui nous écoutent, c'est, je crois qu'on a un peu aussi, et c'est finalement ce qui se passe aujourd'hui, c'est un mal pour un bien. C'est bien que ce marché revienne à la raison pour deux principes fondamentaux. D'abord,
reconnaissons un peu qu'il y a une inflation un peu artificielle des prix, soyons justes. Quand vous avez une maison du littoral qui fait 100 mètres carrés, qui valait 500 000 et qui prend 20% de plus-value en un an, elle n'a pas pris une pièce supplémentaire. C'est pas vrai, son emplacement n'a pas changé. Donc il y a quelque part là quelque chose qui est lié au principe de l'offre et de la demande. Donc il faut accepter que quand le principe s'inverse, le prix s'inverse. Voilà. Et secondo, on a un peu, si vous voulez, dévoyé la philosophie originelle de l'investissement, de l'achat immobilier. Quand vous achetez votre résidence principale, c'est pas un produit de spéculation, l'immobilier. C'est un produit de sécurisation familiale. Vous mettez votre famille sous un toit, vous la logez convenablement, décemment dans un lieu de vie que vous avez choisi, qui vous convient, et puis vous capitalisez dans le temps. Et c'est seulement quand vous aurez fini de payer votre crédit que vous aurez un actif et que vous aurez... N'oubliez le temps, quoi. Oui, vous allez avoir constitué un patrimoine. Rien ne dit dans cette jolie histoire qu'il faut revendre avec 50% de plus-value. Au bout de 18 mois. Non, donc c'est pas ça le sens de l'histoire. Revenons à ce qu'est le sens de l'histoire, de l'investissement, en tout cas pour la résidence principale, du produit immobilier. C'est pas un produit de plus-value, c'est un produit d'investissement, de choix de vie personnelle et de capitalisation.